On en parle avec notre invité, Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour, vous êtes ambassadeur pour les Bonjour. pôles et les océans. Nous avions reçu il y a quelques mois déjà pour parler bien évidemment de ce traité et puis aussi de cette COP qui s'était déroulée à Nice il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, j'imagine que c'est une très belle journée. Pour vous, c'est une petite révolution pour les eaux internationales qui vont enfin bénéficier de cette réglementation. Qu'est-ce que ce traité va permettre tout d'abord précisément? Oui, c'est un jour historique. On entend parler de beaucoup de complexité géopolitique, de tensions, mais là vraiment, il y a une très grande nouvelle, c'est que les Nations Unies, 83 pays aujourd'hui, probablement 125 au moment de la première grande COP qui se tiendra à New York, ont décidé de protéger, vous l'avez dit, 60% de la surface des mers, c'est-à-dire 50% de la surface du globe. 50% de la surface du globe. C'est probablement un des traités, un des derniers traités de cette importance qui sera signé dans les années à venir. Il n'y en aura pas d'autres. C'est déjà très compliqué à obtenir. Et c'est un traité qui va permettre la création d'aires marines protégées, de réguler aussi toutes sortes d'activités économiques dans cette haute mer, qui est évidemment aussi un lieu de ressources très important. Et si les pays s'y sont intéressés de manière aussi forte, c'est parce que, évidemment, il y a eu ce moment de Nice exceptionnel, cette conférence des Nations Unies sur l'océan qui a permis à 69 de chefs d'État et de gouvernement d'être là autour du président Macron, mais parce qu'il y a eu ce travail diplomatique partout de notre diplomatie et de la diplomatie onusienne pour convaincre les pays ensemble. Je pense à des grands pays, l'Indonésie, la Chine, le Japon, bientôt l'Inde, etc., à être moteur euh, pour l'océan qui est, comme vous le savez, vital pour nous, et pas seulement pour les jeunes générations, pour notre génération aussi. Directement, effectivement. Alors, il y a des pays qui, bien évidemment, n'ont pas été convaincus. On le savait, hein, les États-Unis de Donald Trump. Comment cette nouvelle réglementation va-t-elle se confronter à des hors-la-loi tels que Donald Trump? Alors, je dirais pas hors la loi, en l'occurrence, s'agissant des États-Unis, sur ce traité, puisque, en quoi c'est quoi? C'est une copropriété. Tout le monde sait ce Hmm. que c'est qu'une copropriété. On habite dans un immeuble, là, il y a 85 personnes qui habitent dans des appartements, et il y en aura bientôt 125 appartements. Et donc, on décide ensemble, avec un syndic de copropriété, s'appelle les Nations Unies, avec un règlement de copropriété, on décide de faire des travaux, d'embellir la maison, l'immeuble, ça. Or, vous savez, c'est juste une question de millième. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous représentons déjà 75% des millièmes de la copropriété océanique, des 50% de l'océan dont je vous parle. Avec l'arrivée bientôt de pays qui vont confirmer leur adhésion, je pense à l'Inde et à d'autres grands pays, nous serons à peu près à 85% de l'ensemble de la copropriété océanique. Donc on va pouvoir décider, tant pis pour les absents, hein, ils vont le regretter d'ailleurs, je pense, très vite. D'ailleurs, les Chinois ont annoncé hier qu'ils souhaitaient pouvoir accueillir le secrétariat de cette COP. Alors, il y aura une décision des Nations Unies et des pays membres, mais c'est dire que voilà, les présents ont gagné beaucoup et à travers cette victoire des pays allants, ambitieux pour la protection, mais aussi pour une exploitation durable, un partage équitable, une connaissance scientifique des océans. Eh ben, ces pays ont gagné et c'est aujourd'hui, le 17 janvier, qu'on peut célébrer cette entrée en vigueur de cet accord. On la célèbre, mais c'est vrai que je mettais l'accent sur Donald Trump parce qu'on s'en souvient, en mai dernier, il avait signé ce traité qui permet d'exploiter les fonds marins et notamment donc les eaux internationales. Or, on l'a vu, quand Donald Trump veut intervenir, il intervient. Alors, quel mécanisme Alors, les Nations Unies vont devoir mettre en place pour que ce traité devienne oui, opérationnel véritablement? absolument. Prenons le cas que vous citez, c'est-à-dire le cas des États-Unis. Le président Trump a dit qu'il s'intéressait aux grands fonds marins, qu'il voulait se lancer dans l'exploitation des grands fonds marins. Or, il ne peut pas le faire, en effet, parce qu'il y a une organisation qui s'appelle l'Autorité internationale des grands fonds marins, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, qui est une organisation des Nations Unies. Et en fait, il l'a annoncé il y a quelques mois. Mais vous voyez, il ne s'est rien passé. Les grands fonds Hmm. marins vont bien, mais ils ne seront pas exploités par les États-Unis pour une simple raison, c'est qu'avant de lancer cette proposition, je pense que les États-Unis n'avaient pas fait leurs calculs. C'est déraisonnable, d'abord sur le plan climatique et sur le plan évidemment du respect de l'environnement, mais c'est absolument infaisable sur le plan économique. Donc je ne pense pas que les États-Unis veuillent perdre de l'argent en se lançant dans une entreprise qui n'a évidemment pas d'avenir. Donc, nous allons pouvoir ensemble, parce que nous sommes plus forts, parce que nous sommes plus nombreux, parce que nous avons plus de kilomètres carrés, et que ces kilomètres carrés, ils sont souverains.
auprès du ministre des Affaires étrangères et du président de la République, je suis évidemment comme ambassadeur des pôles les questions qui sont liées au Groenland, mais la souveraineté, l'intégrité des territoires, ben, il faut réaffirmer par le droit, pas par la force. Le droit fait force, fait loi, et imposer et rappeler en permanence qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Puis il y a le respect des individus, il y a le respect des peuples qui vivent au bord de la mer. Les gens sont chez eux, ils ont des titres de propriété. Et donc, je suis là-dessus extrêmement rassuré Mm. parce que les diplomates travaillent, l'Europe travaille, parce que beaucoup de pays, aujourd'hui, partagent cette conception du monde, qui est un monde qui doit être respectueux des frontières, respectueux des peuples et des accords qui existent entre les pays. On a pu le voir, hein. D'ailleurs, il faut saluer le travail des diplomates, hein, ces derniers mois, très investis, notamment les parlementaires français aussi, qui se sont vraiment engagés pour aller décrocher ces ratifications, parce que c'est pas, il ne faut pas seulement se mettre d'accord, hein, sur un traité, il faut qu'il soit ratifié ensuite derrière pour qu'il puisse entrer en vigueur. Il y a cette ambition, je le disais tout à l'heure, de sanctuariser 30% des océans d'ici 2030. Alors c'est vrai, quand on voit les chiffres, ça semble assez vertigineux. Je disais qu'il faudrait protéger plus de 12 millions de kilomètres carrés chaque année durant les 5 prochaines années pour y parvenir. C'est le Canada. Est-ce que c'est réaliste dans le contexte actuel? Oui, c'est réaliste parce que si on ne se fixe pas des ambitions de ce type, personne ne va vouloir rejoindre le cercle des pays ambitieux. Regardez la Mmh. France, c'est presque 11 millions de kilomètres carrés d'eau internationale et donc c'est extrêmement important. Et donc, oui, c'est réaliste. Nous avons classé avec la Polynésie plus d'1 million de kilomètres carrés récemment à Nice. D'autres pays peuvent le faire. Si vous voulez, je pense qu'il y a un phénomène à un moment donné quand les pays s'y mettent, ils s'y mettent tous. Les Chinois, d'ailleurs, à travers l'accord sur la biodiversité, ont été très ambitieux avec ces 30%. Mais nous allons y arriver. Alors, si c'est en 2031, personne ne nous en voudra, hein. Mais nous y travaillons. Aujourd'hui, on est encore loin du compte. Mais le travail des diplomates, et c'est vrai, il faut le dire, on pense que les diplomates face aux guerriers, ça ne marche pas. Mais si, ça marche. Ça a marché. Je voudrais rendre hommage à la diplomatie française, au ministre des Affaires étrangères et à toutes ces équipes qui ont travaillé de manière vraiment assidus pendant tous ces temps. Ils vont continuer le travail et puis j'étais avec les représentants du Brésil qui vont avancer sur cette question des 30%, des grands pays, y compris des pays qui ont des positions parfois un peu sceptiques par rapport au climat. Je pense à l'Argentine ou d'autres. Je pense que ce mouvement pour l'océan, il y a une sympathie forte pour l'océan. Mais ce qui est Et donc, frustrant, c'est pardonnez-moi, concret. Olivier, pardonnez-moi, c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est le temps de la négociation. Il a fallu 20 années de négociation et le temps de la dégradation du vivant. On a l'impression que c'est plus compatible aujourd'hui. Non, parce que le vivant, l'intérêt de l'océan, c'est que la restauration est possible rapidement. Mm. On l'a vu sur des cas très concrets, des mangroves, des coraux. Alors, il ne faut pas aller au bout de la destruction du vivant. Il ne faut pas que les espèces soient complètement éteintes, elles ne pourront pas continuer à vivre. Mais nous ne sommes pas en retard. Enfin, nous sommes en retard parce que l'océan, jusqu'alors, n'avait pas cette conscience. Il n'y avait pas de COP, il n'y avait pas d'organisme juridiquement contraignant ou de traité. Mais maintenant, je pense que cette conscience, elle est là, l'engagement des pays, il est là, les intérêts économiques sont là aussi, et l'intérêt économique, c'est d'exploiter durablement. Je pense à la pêche. Et là, il y a une conscience tout à fait nouvelle, je peux vous l'assurer. Je vais dans des pays qui sont a priori très centrés sur des questions économiques. En Asie, si le Japon a rejoint ce camp des bienveillants, c'est parce qu'on a conscience que cette ressource océanique, elle doit être traitée avec attention et des respects et des règles. Oui, pendant que vous parliez, on voyait des images notamment d'Asie et de la pollution des espaces aquatiques. C'est vrai que là, ça a été un très grand échec, les négociations sur le plastique en particulier. Ce traité nous parle aussi, ça va être l'un de ces enjeux du rapport de force entre les industries et la préservation de l'environnement. Il y a des mécanismes qui vont être mis en place, des études environnementales qui seront demandées, mais ça va être aux États d'être hyper exigeants là aussi. Absolument. Mais vous avez raison aussi de citer, il ne faut pas être angélique, deux négociations qui malheureusement ont échoué parallèlement. C'est pas directement les océans, je pense le traité plastique où les pays producteurs d'hydrocarbures ont tout fait pour que ça ne se fasse pas. C'était à Genève il y a quelques mois.
ou pour le coup sur la mer, un accord très important sur la décarbonation du transport maritime. On était vraiment au bord de signer cet accord qui avait été conclu en avril et qui devait, au mois d'octobre dernier, être avalisé par l'ensemble des pays. Et par l'action des États-Unis, il faut le dire, et de quelques pays producteurs évidemment d'énergie fossile, nous sommes malheureusement, nous avons été obligés de repousser d'un an cette adoption. Eh ben, nos diplomates vont retourner sur le terrain. Je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, la raison et la raison économique va payer. Mais on ne transforme pas des modèles d'une société qui a été construite sur le plastique du jour au lendemain dans une société libérée de ceci. Donc, ça prendra un peu de temps pour, en tout cas, ce qui concerne l'océan. Directement, on a des outils très clairs sur la pêche, sur l'exploitation des fonds marins, sur l'exploitation et le partage des ressources génétiques. Hein. Il ne s'agit pas de mettre un moratoire ou un grand couvercle sur l'océan, il s'agit de le faire dans les règles, de documenter, et surtout c'est un grand appel aux scientifiques. Et c'est vrai, vous avez raison, qu'aujourd'hui la science, pour certains pays, notamment le désaveu scientifique américain, alors qu'il y a les plus grands scientifiques qui sont là sur ces questions d'océan, est préoccupant. Mais nous avons nos très bons scientifiques, et il y a des très bons scientifiques européens, et il y en a partout dans le monde. Donc voilà, bah, écoutez, ceux qui ont décidé de ne pas s'asseoir autour de la table de la planète, bah, ils vont à un moment donné regretter, ils auront perdu leur place, et y compris leur rang, y compris leur rang.